Mes parents m'ont abandonné dans une gare pour plaisanter. On va voir comment elle rentre à la maison. Je ne suis jamais revenu. 20 ans plus tard, ils m'ont retrouvé. Ce matin, 29 appels manqués. Je suis Megan Miller, 32 ans, graphiste à Chicago. Ce matin, mon téléphone s'est illuminé, 29 appels manqués d'un numéro inconnu. Immédiatement, j'ai été transporté à l'époque où j'avais 12 ans, debout seul à la gare Union, regardant mes parents s'éloigner en voiture, en riant. On va voir comment elle rentre à la maison, avait crié ma mère. Ce jour-là a tout changé. Grâce à des années de thérapie, j'ai reconstruit une nouvelle vie loin des personnes qui m'avaient abandonné. Je ne suis jamais revenu. Jusqu'à maintenant, ils m'ont retrouvé. Avant de vous raconter comment mes parents m'ont abandonné et comment j'ai reconstruit ma vie, comprenez que grandir à Ridgeview, en Pennsylvanie, c'était comme vivre dans deux mondes différents. Pour les étrangers, nous étions la famille parfaite, Frank et Karen Taylor, propriétaires prospères d'une petite entreprise avec leurs 2 enfants, Ethan et moi, Jennifer, maintenant Megan. Mais derrière les portes closes, notre maison était un champ de mines imprévisible. Mon père, Frank, possédait la plus grande quincaillerie de la ville. Il était respecté de tous, connu pour son rire tonitruant et ses généreux dons à des causes locales. Ma mère, Karen, tenait une petite boulangerie, célèbre pour ses tartes aux pommes qui ont remporté le ruban bleu de la foire du comté 3 années de suite. Il semblait être le couple américain idéal pour tout le monde. Mais le Frank et la Karen que je connaissais étaient des personnes complètement différentes. L'attitude amicale de papa se transformait dès qu'il franchissait la porte d'entrée. Il commençait à boire vers l'heure du dîner et cela s'intensifiait tout au long de la soirée. Une mauvaise journée au magasin signifiait qu'il fallait marcher sur des œufs à la maison. Maman, au lieu de nous protéger, devenait sa plus fidèle complice, trouvant toujours des excuses, « Votre père travaille si dur pour cette famille » ou « Il a juste besoin de se défouler ». Leur philosophie parentale tournait autour de ce qu'ils appelaient l'amour vache, qui n'était en réalité que de la cruauté déguisée en discipline. Cela incluait ce qu'ils considéraient comme des moments d'apprentissage que la plupart reconnaîtraient comme des abus émotionnels. Quand j'avais 7 ans, ils m'ont laissé dans une épicerie pendant plus d'1 heure parce que j'avais demandé des bonbons. Peut-être que maintenant tu apprendras à ne pas être aussi gourmande, avait dit maman quand ils sont finalement revenus, me trouvant en pleurs au comptoir du service à la clientèle. Le gérant du magasin était sur le point d'appeler la police. Mon frère aîné, Ethan, de nombreuses années mon aîné, a eu une expérience différente. Il était l'enfant chéri qui ne pouvait jamais mal faire, star du football, élève excellent, et copain de pêche de papa. Alors que je recevais des critiques pour un 97% à un test de mathématiques, qu'est-ce qui s'est passé avec les 3% restants, Ethan serait félicité pour un B+. Je suis devenu le bouc émissaire de la famille. Si quelque chose tournait mal, c'était en quelque sorte de ma faute. Le dîner était froid. Je devais avoir distrait maman pendant qu'elle cuisinait. Papa avait eu une mauvaise journée au travail? Probablement parce qu'il s'était couché tard pour m'aider avec mes devoirs. Le fardeau psychologique était écrasant pour un enfant. Mon 11e anniversaire se démarque particulièrement. Maman avait promis une petite fête avec quelques amis. J'étais excité toute la semaine, l'aidant même à faire des cupcakes la veille. Le matin de mon anniversaire, ils m'ont dit que nous allions plutôt au parc d'attractions local. J'étais déçu, mais j'ai essayé de ne pas le montrer. Ils ont conduit pendant près d'1 heure, se sont garés sur le parking, m'ont remis $20 et ont dit « Amuse-toi bien. Nous viendrons te chercher à 17 heures. » J'ai passé mon anniversaire seul, trop effrayé pour faire des manèges, assis sur un banc près de l'entrée, regardant d'autres familles rire ensemble. Ils sont venus me chercher à 19 heures, pas à 17 heures, me trouvant terrifié et en larmes. On t'apprend juste à être indépendante, avait ri papa. En plus, on devait aller chercher ton gâteau. Il n'y avait pas de gâteau à la maison, ni de cadeau non plus. Quand j'ai commencé à pleurer, ils m'ont traité d'ingrate. Ces blagues et leçons se produisaient régulièrement tout au long de mon enfance. J'ai développé des mécanismes d'adaptation, rester silencieuse, essayer d'être invisible, passer du temps chez des amis chaque fois que possible, et me perdre dans l'art. Le dessin est devenu mon refuge. Sur papier, je pouvais créer des mondes où les adultes étaient gentils et les enfants se sentaient en sécurité. La veille de l'incident de la gare reste gravée dans ma mémoire. J'avais reçu mon bulletin scolaire et j'étais fier d'avoir que des assos fin A en sciences. Pour la plupart des parents, cela aurait été une raison de se réjouir. Pour les miens, c'était inacceptable. Un A,
avait rugi papa, agitant le bulletin. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu deviens paresseuse? Ethan n'a jamais eu de A. J'ai fait de mon mieux, ai-je murmuré. Clairement pas assez, a ajouté maman. Nous n'élevons pas des enfants médiocres. Cette nuit-là, je les ai entendus parler dans la cuisine. Elle doit apprendre que la vie ne te donne rien sur un plateau, a dit papa. Elle est trop douce, trop sensible. Peut-être qu'elle a besoin d'une vraie leçon. Maman a acquiescé, quelque chose qu'elle n'oubliera pas. Le lendemain matin, ils ont annoncé que nous allions faire une excursion d'une journée en famille à Chicago. Ethan ne pouvait pas venir à cause de l'entraînement de football. Il n'y aurait que nous trois, ce qui arrivait rarement. Malgré la tension de la veille, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Peut-être que c'était leur façon de s'excuser. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. Le matin du voyage à Chicago, je me suis réveillé avec un mélange d'appréhension et d'excitation. Papa semblait exceptionnellement joyeux au petit déjeuner, faisant des blagues et ébouriffant mes cheveux. Maman a préparé des sandwichs pour la route, fredonnant pour elle-même. Le changement d'atmosphère était si radical qu'il me mettait mal à l'aise plutôt que de me soulager. Le trajet de Ridgeview à Chicago a duré un peu plus de 3 heures. Papa a mis sa station de rock classique préférée tandis que maman me questionnait sur les capitales d'État depuis le siège passager. Si je me trompais, papa faisait un bruit de claquement avec sa langue et disait des choses comme « Même un élève de 3e année saurait ça, Jen ». Alors que nous approchions de la périphérie de la ville, maman s'est retournée pour me faire face. « Alors, Jennifer, a-t-elle dit avec un étrange sourire, tu te crois plutôt intelligente. Vous le pensez? Malgré ce aminus, je suppose, ai-je répondu prudemment. Intelligente sur les livres, peut-être, a interrompu papa, les yeux sur la route. Mais intelligente dans la rue? C'est différent. La vraie vie ne note pas selon une courbe, a ajouté maman de manière énigmatique. Le nœud dans mon estomac s'est resserré. J'ai regardé par la fenêtre alors que l'horizon de Chicago apparaissait, essayant d'ignorer les signaux d'alarme qui clignotaient dans mon esprit. Nous nous sommes garés près de la gare Union vers midi. L'imposant bâtiment Beaux-Arts était intimidant, grouillant de voyageurs se précipitant dans toutes les directions. Je n'étais jamais allé à Chicago auparavant, et l'échelle de la ville me submergeait. « Tu as faim ?» a demandé papa alors que nous entrions dans le hall de la gare. J'ai hoché la tête, espérant encore que cela pourrait se transformer en une sortie familiale normale. « Bien. Attends ici près de ce pilier, a ordonné maman, pointant l'une des colonnes massives près de l'entrée principale. Nous allons déplacer la voiture vers un meilleur emplacement de stationnement et prendre de quoi manger. Nous serons de retour dans 15 minutes. Je ne peux pas venir avec vous, ai-je demandé, cette anxiété familière se manifestant. Quoi? Tu es un bébé, a ri papa. Ce n'est que 15 minutes. Tu as 12 ans, bon sang. Mais je ne connais pas Chicago, ai-je protesté faiblement. Exactement, a dit maman avec un étrange accent. Reste ici. Ne bouge pas. Je les ai regardés s'éloigner, disparaissant dans la foule. L'horloge de la gare indiquait 12h17. Je me suis tenu maladroitement près du pilier, regardant les gens défiler, des hommes d'affaires avec des porte-documents, des familles avec des bagages, des couples se tenant la main. 15 minutes se sont écoulées, puis 20, puis 30. L'anxiété qui avait mijoté s'est transformée en une panique totale. Avait-il oublié où il m'avait laissé? Leur était-il arrivé quelque chose? Au bout d'une heure, je luttais contre les larmes. Je n'avais pas de téléphone portable. Il ne m'avait pas laissé d'argent pour un téléphone public. J'avais exactement $7 dans ma poche, mon argent de poche hebdomadaire que j'avais économisé pour le voyage. Puis, à travers les grandes fenêtres donnant sur la rue, j'ai vu notre Ford Taurus bleu passer lentement devant la gare. Mon cœur a bondi. Il s'était perdu ou ne savait plus où me retrouver. J'ai couru vers la sortie, agitant frénétiquement. Alors que la voiture passait, j'ai vu mes 2 parents à l'intérieur. Papa conduisait lentement, et quand il m'a vu à la fenêtre, il a souri et a fait signe de la main, pas un signe de reconnaissance ou de soulagement, mais un geste de moquerie. Maman a baissé sa vitre et a crié des mots qui allaient changer ma vie à jamais, « On va voir comment tu rentres à la maison ». Leurs rires ont résonné alors qu'ils accéléraient. Je suis resté figé, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Ils m'ont laissé exprès dans une ville à 3 heures de chez moi, seul. Le déni initial a fait place à une réalité écrasante. Ce n'était pas une leçon de 15 minutes. Ils ne se garaient pas au coin de la rue,
attendant de surgir et de dire « Surprise ». As-tu appris ta leçon? Il rentrait réellement en Pennsylvanie sans moi. Une panique totale s'est installée. Je suis retourné à l'intérieur de la gare, haletant, les larmes coulant sur mon visage. L'immensité de la gare Union est devenue terrifiante, trop de monde, trop de bruit, trop de sorties et d'entrées. Où pouvais-je aller? Que pouvais-je faire? Je n'avais pas de téléphone, pas de contact à Chicago, pas assez d'argent pour un billet de retour et pas de pièce d'identité. Pendant 2 heures, j'ai erré dans la gare, hébété, éclatant parfois en sanglots avant de me ressaisir. J'avais peur de demander de l'aide. Mes parents m'avaient toujours mis en garde contre le haut danger des étrangers et disaient que la police emmènerait les enfants désobéissants dans des endroits terribles. Vers 15h30, une employée de la gare nommée Janet m'a remarqué. C'était une femme plus âgée avec des cheveux argentés et des yeux doux derrière des lunettes à monture rouge. Elle m'avait vu tourner en rond dans les mêmes zones à plusieurs reprises, visiblement en détresse. « Chérie, tu es perdue ?» a-t-elle demandé, s'agenouillant à ma hauteur. J'ai secoué la tête automatiquement, formé à ne jamais avouer mes problèmes à des inconnus. « Où sont tes parents ?» a-t-elle insisté doucement. Ils sont allés déplacer la voiture, ai-je menti, ma voix se brisant. Quand est-ce que c'était? A demandé Janet, son expression devenant inquiète. Je ne pouvais plus maintenir la façade. 3 heures d'abandon, de peur et de confusion ont jailli dans un flot de larmes. Ils m'ont laissé, ai-je sangloté. Ils sont partis en voiture et ont dit de trouver mon chemin vers la maison, mais la maison est en Pennsylvanie. Le visage de Janet est passé de l'inquiétude à l'alarme. Elle m'a conduite dans un endroit plus calme près des bureaux administratifs de la gare, m'a donné une bouteille d'eau et m'a demandé d'expliquer tout. Entre 2 sanglots, je lui ai raconté mes parents, le A-, et les avoir vus partir en voiture en riant. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» a-t-elle demandé. « Jennifer Taylor » ai-je murmuré. « Et quel âge as-tu, Jennifer ?» 12 ai-je répondu. Son visage s'est durci momentanément avant de s'adoucir à nouveau. « Je vais t'aider, Jennifer. Ce que tu décris n'est pas bien. » Pas du tout. Janet a informé son superviseur, qui a appelé la sécurité de la gare. Un gentil agent de sécurité nommé Marcus a pris le relais, me posant plus de questions sur mes parents, notre adresse et notre numéro de téléphone. Je pouvais voir les adultes échanger des regards au-dessus de ma tête, leurs expressions sombres. « Nous devons appeler la police » a finalement dit Marcus. Ce que tes parents ont fait, c'est de l'abandon. C'est contre la loi. Et c'est ainsi que, à 16h45 un samedi après-midi, je me suis retrouvé assise dans un petit bureau de la gare Union, regardant l'agent Teresa Ramirez rédiger un rapport sur mon abandon. Tout mon corps était engourdi. Ça ne pouvait pas être réel. Les parents ne laissent pas leurs enfants dans des villes étrangères, mais les miens l'avaient fait. Les lumières fluorescentes du poste de police du 1er district de Chicago bourdonnaient au-dessus de ma tête alors que j'étais assise enveloppée dans une couverture empruntée, bien qu'il ne fasse pas froid. L'agent Ramirez m'avait emmené ici après avoir pris ma déposition à la gare Union. Elle avait été gentille mais professionnelle, documentant tout avec un sérieux qui me faisait prendre encore plus conscience de la réalité de ma situation. Nous avons essayé d'appeler votre numéro de téléphone à la maison 2 fois, m'a-t-elle informé, posant une tasse de chocolat chaud. Pas de réponse pour le moment. Mon estomac s'est tordu. Peut-être qu'ils sont encore en train de rentrer, ai-je suggéré faiblement. Le trajet jusqu'à Ridgeview durerait plus de 3 heures. Une petite partie désespérée de moi espérait encore qu'il ne s'agissait que d'une leçon extrême et qu'ils feraient demi-tour à mi-chemin une fois qu'ils auraient estimé que j'avais été suffisamment effrayé. Peut-être, a répondu l'agent Ramirez, mais son ton laissait entendre qu'elle pensait le contraire. Le poste de police ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Il n'y avait ni barreaux ni cellules visibles de l'endroit où j'étais assise, juste des bureaux, des ordinateurs et des téléphones. Pourtant, savoir que j'étais dans un poste de police parce que mes propres parents m'avaient abandonné était accablant. Jennifer a appelé une nouvelle voix. Une femme d'une 40aine d'années aux cheveux bruns bouclés s'est approchée, portant un dossier. Je suis Laura Donovan du département des services à l'enfance et à la famille. J'aimerais parler avec toi un peu, si ça te va. L'heure suivante s'est écoulée dans un flou de questions douces. Mes parents avaient-ils déjà fait quelque chose de semblable auparavant? Oui, mais jamais aussi extrême. M'avaient-ils déjà frappé? Non, pas physiquement. Me sentais-je en sécurité à la maison? J'ai hésité trop longtemps avant de répondre, ce qui était une réponse suffisante.
Qu'est-ce qui va m'arriver ce soir, ai-je finalement demandé, ma voix petite. Laura a expliqué que puisqu'il ne pouvait pas joindre mes parents, je serais placé en famille d'accueil d'urgence jusqu'à ce que la situation puisse être réglée. Les mots famille d'accueil m'ont donné des frissons. J'avais entendu des histoires sur les familles d'accueil. Aucune d'elles n'était bonne. Nous avons une merveilleuse famille d'accueil d'urgence, m'a assuré Laura, semblant lire mes pensées. La famille Williams travaille avec nous depuis des années. Ils ont une fille à peu près de ton âge. À 21h, j'étais assise à la table de la salle à manger des Williams, picorant une assiette de spaghettis que je ne pouvais pas manger. Diane et Robert Williams faisaient de leur mieux pour me mettre à l'aise, mais rien ne semblait réel. Leur fille, Alicia, m'a maladroitement montré la chambre d'amis, me proposant de me prêter un pyjama et une brosse à dents. Tes parents vont probablement venir te chercher demain, a-t-elle dit, essayant d'être serviable. J'ai hoché la tête, n'y croyant pas. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé à regarder le plafond inconnu, repassant l'image de mes parents partant en voiture, en riant. Quel genre de parents font ça? Que avais-je fait pour mériter ça? Le lendemain matin, après un petit déjeuner que j'ai à peine touché, Laura Donovan est revenue. Son expression m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir avant qu'elle ne parle. Nous avons joint tes parents tard hier soir, a-t-elle dit prudemment. Vont-ils venir me chercher, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Pas encore, a répondu Laura. Ils viendront, éventuellement. Ils ont dit qu'ils t'enseignaient une leçon sur l'indépendance et la résolution de problèmes en te laissant dans un autre état. Des larmes chaudes ont jailli dans mes yeux. Ils ont affirmé qu'ils avaient prévu d'appeler le poste de police après quelques heures pour prendre de tes nouvelles, mais les choses se sont envenimées lorsque les autorités se sont impliquées. Traduction, ils n'avaient pas prévu d'appeler qui que ce soit. Ils s'attendaient à ce que je panique, peut-être que je pleure, et ensuite quoi? Que je retrouve comme par magie mon chemin vers la maison sans argent, sans téléphone et sans pièce d'identité. Ton frère Ethan a confirmé que tu étais attendu à la maison hier soir, a poursuivi Laura. Il a été surpris quand ses parents sont revenus sans toi. Une nouvelle vague de trahison m'a envahi. Donc Ethan n'était pas dans le coup. Petite consolation. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, ai-je demandé. Nous avons organisé une réunion à notre bureau demain. Tes parents seront là. Un juge a été informé de l'affaire, et il y aura une audience plus tard cette semaine pour déterminer les prochaines étapes. Les 36 heures suivantes se sont écoulées dans des limbes étranges. La famille Williams était gentille, mais je me sentais comme un fantôme traversant leur maison. Diane a essayé de me faire participer à une conversation. Robert a proposé de jouer à des jeux de société, et Alicia m'a invité à regarder la télévision avec elle. J'ai suivi le mouvement, engourdi. La réunion au bureau du DCFS était prévue pour 14 heures le lundi. Je me suis rhabillé avec mes vêtements d'origine, maintenant froissés pour avoir été lavés et séchés à la hâte. Laura m'a conduite dans un bâtiment gouvernemental du centre-ville, expliquant ce qui allait se passer. Tu n'es pas obligé de parler à tes parents si tu ne le souhaites pas, m'a-t-elle assuré. Je serai avec toi tout le temps. Nous sommes entrés dans une salle de conférence avec une longue table. Déjà assis se trouvaient 2 autres adultes que Laura a présentés comme son superviseur et un agent de liaison du tribunal pour enfants. 5 minutes plus tard, la porte s'est ouverte à nouveau. Mes parents sont entrés, ne ressemblant en rien aux personnes confiantes et riantes qui étaient parties en voiture de la gare Union. Le visage de papa était hagard, les yeux de maman étaient rougis. Derrière eux se tenait un homme en costume qui s'est présenté comme leur avocat. « Jennifer » dit maman, en s'avançant vers moi. J'ai reculé involontairement. « Veuillez vous asseoir » ordonna fermement le superviseur de Laura. Ce qui suivit fut la conversation la plus surréaliste de ma jeune vie. Mes parents, guidés par leur avocat, présentèrent leur version des faits. Ils s'étaient inquiétés de mon manque d'autonomie et de mes compétences en résolution de problèmes. Les exercices de la gare avaient été planifiés comme une leçon de vie contrôlée. Ils avaient fait demi-tour après 20 minutes pour vérifier de loin, mais ne m'avaient pas trouvé. Ils avaient supposé que j'avais trouvé le moyen d'appeler à la maison ou d'obtenir de l'aide, démontrant exactement l'ingéniosité qu'ils voulaient encourager. Ils étaient rentrés chez eux en s'attendant à trouver un message de moi, peut-être d'un poste de police ou du téléphone d'un étranger serviable, montrant que j'avais relevé le défi. Nous lui apprenions l'indépendance, insista papa. Les enfants d'aujourd'hui sont trop couvés. En abandonnant votre fille de 12 ans dans une ville à 3 heures de chez elle sans argent, sans téléphone et sans pièce d'identité, demanda le superviseur de Laura avec incrédulité.
Elle exagère le peu d'argent qu'elle avait, dit maman d'un ton méprisant. Et il y a des téléphones partout. Elle aurait pu appeler en PCV. Je restais assise dans un silence stupéfait. Il n'était pas désolé. Il croyait sincèrement qu'il n'avait rien fait de mal. La réunion se poursuivit avec des discussions sur les lois de protection de l'enfance, les accusations potentielles et les prochaines étapes. Tout au long de la réunion, mes parents maintinrent leur position, il s'agissait d'un choix parental, peut-être extrême, mais avec de bonnes intentions. Lorsqu'on m'a finalement demandé si je voulais rentrer chez eux, j'ai trouvé ma voie. Non, dis-je fermement, me surprenant même moi-même. Je ne veux pas y retourner. Le choc sur leur visage aurait pu être satisfaisant dans d'autres circonstances. Ne sois pas ridicule, s'exclama papa. Bien sûr, tu rentres à la maison. Ce n'est pas votre décision pour le moment, monsieur Taylor, expliqua l'agent de liaison du tribunal. Compte tenu des circonstances, Jennifer restera en garde provisoire pendant que le tribunal évalue la situation. À la fin de la réunion, maman essaya une fois de plus de s'approcher de moi. Jennifer, ma chérie, tu réagis de manière excessive. Nous essayons juste de t'apprendre à abandonner les gens qui te font confiance, ai-je interrompu, les larmes coulant sur mon visage. C'est ce que j'ai appris. J'ai été escorté hors de la pièce, les protestations de mes parents s'éloignant derrière moi. À ce moment-là, je savais que je ne verrais plus jamais notre maison à Ridgeview comme un foyer. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un flou d'audience au tribunal, d'entretiens avec des travailleurs sociaux et de séances de thérapie. Le placement d'urgence initial avec la famille Williams a été prolongé pendant que le système déterminait ce qui allait se passer ensuite. Bien qu'ils soient gentils, leur maison n'a jamais été plus qu'un abri temporaire, une salle d'attente avant que ma vraie vie ne puisse reprendre. Un mois après l'incident de la gare, j'ai rencontré Thomas et Sarah Miller. Ils sont arrivés au bureau du DCFS un mardi après-midi, tous deux dans leur début de quarantaine avec des sourires chaleureux qui atteignaient leurs yeux. Thomas enseignait l'art au lycée et Sarah était infirmière pédiatrique. Ils n'avaient pas d'enfants biologiques, mais étaient parents d'accueil depuis plus de 10 ans. Nous pensons que chaque enfant mérite la sécurité, le respect et de l'espace pour grandir, expliqua Sarah lors de notre première rencontre, supervisée par Grace Chin, mon assistante sociale nouvellement affectée. Pas de pression pour parler de quoi que ce soit tant que tu n'es pas prête, ajouta Thomas. Nous voulons juste que tu saches que notre maison t'est ouverte aussi longtemps que tu en auras besoin. Il y avait quelque chose d'authentique chez eux qui perçait ma distance émotionnelle habituelle. Quand Grace m'a demandé si j'étais prête à essayer un placement chez les Miller, j'ai hoché la tête avec prudence. Les Miller vivaient dans une maison modeste à 2 étages à Evanston, juste au nord de Chicago. Ma chambre là-bas avait des murs jaunes pâles, une banquette près de la fenêtre donnant sur un petit jardin à l'arrière, et des étagères vides attendant d'être remplies. Nous voulons que tu te l'appropries, expliqua Sarah, en me faisant visiter. Des photos, des affiches, des livres, tout ce qui te met à l'aise. Quelles sont les règles, ai-je demandé avec lassitude, pensant aux attentes en constante évolution chez mes parents. Thomas et Sarah échangèrent des regards. Le respect et la sécurité de base, répondit Thomas. Nous faire savoir où tu es, aider aux tâches ménagères, faire de ton mieux à l'école. Nous réglerons les détails ensemble au fur et à mesure. J'ai attendu le piège, les attentes cachées, les normes impossibles. Ils ne sont jamais venus. Le contraste entre les Miller et mes parents biologiques était désorientant. La première fois que j'ai renversé un verre de jus au dîner, je me suis figé de terreur, attendant l'explosion de colère. Au lieu de cela, Sarah m'a simplement tendu un torchon en disant « pas de souci ». Les accidents arrivent. La confiance est venue lentement, douloureusement. Je n'arrêtais pas d'attendre que les Miller révèlent leur vrai visage, qu'ils laissent tomber l'acte de gentillesse et montrent la cruauté que j'avais été formé à attendre des adultes. Mais jour après jour, ils sont restés constants dans leur soutien doux. Pendant ce temps, la procédure judiciaire se poursuivait. Mes parents ont assisté à des cours obligatoires de parentalité et à des séances de conseil, faisant ce que Grace appelait un « effort minimal ». Ils se plaignaient à qui voulait les entendre que l'État avait surréagi à un simple choix parental. Le docteur Reynolds, ma thérapeute, m'a aidé à comprendre ce qui s'était passé en termes cliniques, abus émotionnels, négligence, abandon. Elle m'a diagnostiqué un ESPT et de l'anxiété, en me présentant des mécanismes d'adaptation qui m'ont réellement aidé. Pour la première fois, j'ai appris que le comportement de mes parents n'était pas normal. Et plus important encore, ce n'était pas de ma faute. Rien de ce que tu aurais pu faire n'aurait justifié ce qu'ils ont fait,
a souligné le docteur Reynolds à plusieurs reprises jusqu'à ce que je commence à le croire. 3 mois après mon séjour chez les Miller, Ethan est venu me rendre visite. Maintenant âgé de 16 ans, mon frère semblait plus petit en quelque sorte, moins l'enfant chéri et plus juste un adolescent mal à l'aise dans sa propre peau. Nous nous sommes assis maladroitement dans le salon des Miller pendant que Sarah s'affairait dans la cuisine, nous laissant de l'intimité tout en restant à portée de voix. « Il te manque ?» dit finalement Ethan, fixant ses mains. « Vraiment ?» ai-je demandé, sceptique. « À leur manière » admit-il. « Papa boit plus. Maman est toujours en train de nettoyer, même quand la maison est impeccable. Sont-ils désolés ?» Ethan hésita. « Ils sont désolés que tu sois parti. Je ne pense pas qu'ils comprennent pourquoi ce qu'ils ont fait était mal. Et toi, ai-je défié. Comprends-tu ? » Mon frère leva les yeux, ses yeux rencontrant les miens directement pour la première fois peut-être. Je savais qu'ils étaient plus durs avec toi. J'aurais dû dire quelque chose, faire quelque chose. Je suis désolé, Jen. Ce n'était pas suffisant, mais c'était honnête. Ethan et moi avons parlé pendant une autre heure, naviguant prudemment dans notre passé commun à partir de nos perspectives désormais différentes. Avant de partir, il m'a serré maladroitement dans ses bras et a murmuré « Je suis content que tu sois en sécurité. » Nous ne nous sommes plus parlé pendant de nombreuses années. La procédure judiciaire a abouti à une audience 6 mois après l'incident de la gare. Sur la base des évaluations psychologiques, des enquêtes sociales et de mon propre témoignage, le juge a déterminé que mes parents avaient fait preuve d'un schéma d'abus émotionnel, culminant dans une négligence et une mise en danger grave. Mes parents avaient le choix, suivre un programme intensif de réhabilitation de 2 ans avec des visites supervisées ou renoncer à leurs droits parentaux. À la surprise de tous, mais pas à la mienne, ils ont choisi cette dernière option. Nous ne serons pas vilipendés pour avoir essayé d'élever une fille forte et indépendante, a déclaré mon père au tribunal. Si l'État pense pouvoir faire mieux, qu'il essaie. Et juste comme ça, d'un simple coup de crayon, Frank et Karen Taylor n'étaient plus légalement mes parents. 3 mois plus tard, le jour de mon 13e anniversaire, Thomas et Sarah Miller m'ont demandé si j'aimerais qu'ils m'adoptent. À ce moment-là, j'avais commencé à croire à la permanence de leurs soins, à la constance de leur amour. Oui, ai-je répondu sans hésitation. L'adoption a été finalisée peu avant mon 15e anniversaire. Dans le cadre du processus, j'ai demandé un changement de nom légal de Jennifer Taylor à Megan Miller, un nouveau nom pour ma nouvelle vie. Tu seras toujours celle que tu veux être dans notre maison, m'a assuré Sarah lorsque j'ai nerveusement proposé le changement. Nous nous sentons juste chanceux de faire partie de ton voyage. L'art est devenu mon salut pendant ces années de transformation. Thomas a reconnu mon talent tôt et l'a nourri avec des fournitures, des livres et des conseils doux. Les carnets de croquis que j'ai remplis sont devenus un journal visuel de mon processus de guérison, commençant par des images sombres et fragmentées qui ont progressivement cédé la place à la couleur, à la forme et finalement à l'espoir. Le lycée a apporté de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Se faire des amis n'a pas été facile, les problèmes de confiance ne disparaissent pas du jour au lendemain mais lentement, j'ai établi des liens avec un petit groupe d'étudiants en art qui ont accepté ma nature calme et mes crises d'anxiété occasionnelles sans jugement. Les candidatures à l'université se profilaient à l'horizon. Avec l'encouragement de Thomas et Sarah, j'ai jeté mon dévolu sur la School of the Art Institute of Chicago. Ambitieux, mais pas impossible. Où que tu veuilles aller, nous t'aiderons à y arriver, promit Thomas. La lettre d'acceptation est arrivée un après-midi de mars enneigé pendant ma dernière année. Sarah a pleuré de joie. Thomas a insisté pour encadrer la lettre, et je me suis permis de croire véritablement que l'avenir pouvait être quelque chose de brillant et de beau que j'aurais créé moi-même. Avant de partir pour l'université, j'ai pris une décision qui se formait depuis des années. Je couperai complètement les liens avec ma famille biologique, pas de contact, pas de nouvelles, pas de lien avec les personnes qui m'avaient jeté avec tant de désinvolture. En es-tu sûr, a demandé Sarah doucement. Tu pourrais ressentir les choses différemment un jour. J'en suis sûr, ai-je répondu. Les Taylor sont mon passé. Vous êtes ma famille maintenant. Et avec cette résolution fermement en place, j'ai fait un pas en avant dans mon avenir. L'université à la School of the Art Institute of Chicago m'a ouvert un monde dont je n'avais fait que rêver. Le campus bourdonnait d'énergie créative, des étudiants aux cheveux colorés et aux vêtements non conventionnels, des professeurs qui parlaient de l'art comme s'ils pouvaient changer le monde, et partout, la liberté d'expérimenter et de grandir. Mon premier semestre a été accablant mais exaltant.
Je me suis spécialisé en design graphique, découvrant une passion pour la combinaison de l'art visuel et de la communication pratique. Chaque projet réussit à renforcer la confiance qui avait été systématiquement démantelée tout au long de mon enfance. Thomas et Sarah m'ont soutenu de loin, m'envoyant des colis de réconfort pendant les examens finaux et respectant mon besoin d'indépendance tout en veillant à ce que je sache que leur maison restait mon sanctuaire chaque fois que j'en avais besoin. L'équilibre qu'ils ont trouvé m'a montré à quoi pouvaient ressembler des relations parents-enfants saines. Même lorsque je suis entré dans l'âge adulte, ma deuxième année a amené Audrey dans ma vie. Nous nous sommes rencontrés dans un cours de théorie des couleurs où ses expériences audacieuses avec des pigments néons contrastaient avec ma palette plus sobre. D'une manière ou d'une autre, cette différence nous a attirés plutôt que de nous séparer. Tu es l'artiste la plus prudente que j'ai jamais rencontrée, a-t-elle observé autour d'un café après le cours un jour. Chaque marque que tu fais est délibérée. C'est mauvais, ai-je demandé sur la défensive. Pas mauvais, a-t-elle précisé. Juste intéressant. Cela me fait me demander ce qui se passe quand tu lâches prise. L'amitié d'Audrey m'a mise au défi d'une manière dont j'avais désespérément besoin. Elle m'a poussé sur le plan créatif, mais à respecter mes limites personnelles. Quand je lui ai finalement confié des bribes de mon passé, elle a écouté sans pitié ni horreur, puis a simplement dit « Ils ont vraiment foiré en perdant quelqu'un comme toi ». C'est Audrey qui m'a convaincu d'essayer de sortir avec quelqu'un pendant ma 3e année après avoir passé l'université à éviter tout ce qui allait au-delà des amitiés occasionnelles. Tu n'as pas à faire confiance à tout le monde, a-t-elle raisonné. Mais essaie peut-être de faire confiance à quelqu'un. Brian était un étudiant en photographie avec des yeux doux et des mains patientes. Notre premier rendez-vous, un café dans un minuscule café près du campus, s'est étendu sur une conversation de 5 heures. Il a parlé de sa jeunesse dans le Wisconsin rural, de la ferme laitière de ses parents, de ses 3 sœurs cadettes. J'ai partagé des versions soigneusement éditées de mes propres antécédents, testant ses réactions. Mes parents biologiques n'étaient pas de bonnes personnes, ai-je expliqué vaguement. J'ai été adopté à l'adolescence. La famille, c'est compliqué, a-t-il simplement répondu. Je suis plus intéressé par qui tu es maintenant que par d'où tu viens. Notre relation s'est développée lentement. Brian n'a jamais insisté pour obtenir plus d'intimité, émotionnelle ou physique, que ce que j'étais prêt à donner. La première fois qu'il a tendu la main pour prendre la mienne et que j'ai reculé, il a simplement hoché la tête et a poursuivi notre conversation comme si de rien n'était. La fois suivante, j'étais prête. Le docteur Reynolds m'avait préparé au défi des relations adultes après un traumatisme infantile. Les problèmes de confiance n'affectent pas seulement les partenariats romantiques, avait-elle expliqué. Ils colorent toutes les connexions humaines. La clé est la conscience, reconnaître quand vos réactions découlent de blessures passées plutôt que de réalités présentes. Cette conscience a aidé lorsque Brian et moi avons eu notre premier conflit sérieux 8 mois après le début de notre relation. Un malentendu au sujet de plans a fait que j'ai attendu seul dans un restaurant pendant plus d'1 heure. Au moment où il est arrivé, s'excusant abondamment pour la batterie morte de son téléphone, j'étais enfermé dans une cabine de toilette, en hyperventilation. Tu m'as laissé tomber, ai-je accusé plus tard, les mots portant le poids de l'abandon bien au-delà d'un dîner retardé. Brian a écouté alors que j'expliquais vraiment expliqué ce qui s'était passé à la gare toutes ces années auparavant. Quand j'ai fini, il n'a offert ni platitude vide ni sympathie maladroite. Je ne peux pas promettre que je ne te décevrai jamais, a-t-il finalement dit. Mais je peux promettre que je ne te ferai jamais délibérément de mal, et je reviendrai toujours, toujours. Ce n'était pas suffisant pour guérir toutes les blessures, mais c'était honnête. Notre relation s'est poursuivie plus forte grâce à la vulnérabilité que nous avions partagée. La remise des diplômes approchait avec un mélange d'excitation et d'anxiété. La bulle protectrice du monde universitaire prenait fin. Le monde réel attendait. Grâce à la recommandation d'un professeur, j'ai obtenu un entretien chez Element Design, une entreprise de taille moyenne spécialisée dans l'image de marque pour les organisations à but non lucratif et les entreprises durables. Nous aimons ton portfolio, m'a dit le directeur de la création après avoir examiné mon travail. Mais plus important encore, nous aimons ton approche. Il y a une attention dans tes créations qui ne peut pas être enseignée. J'ai commencé chez Element Design 2 semaines après avoir obtenu mon diplôme, en louant un minuscule studio à 20 minutes du bureau. L'espace était tout à moi la première fois que je vivais complètement seul. J'ai peint les murs en bleu doux, j'ai accroché mes propres œuvres d'art aux côtés des stampes d'artistes que j'admirais et j'ai acheté des plantes qui nécessitaient des soins quotidiens, un petit exercice pour nourrir la vie. Le travail m'a défié d'une manière inattendue.
Les aspects techniques sont venus naturellement, mais collaborer avec les clients, présenter des concepts et défendre les choix créatifs m'ont poussé bien en dehors de ma zone de confort. Ma superviseure, Nadia, semblait comprendre intuitivement quand pousser et quand soutenir. Ton travail parle de lui-même, m'a-t-elle conseillé après que j'ai trébuché lors d'une première présentation. Fais confiance à ça, et la confiance suivra. Elle avait raison. Chaque petit succès s'est construit sur le précédent, et en 2 ans, je dirigeais des projets pour des clients majeurs. La fille effrayée de la gare semblait de plus en plus lointaine, bien que la thérapie continue de m'aider à intégrer ces différentes versions de moi-même. À 27 ans, Brian m'a demandé en mariage lors d'une visite de week-end chez Sarah et Thomas. Il avait d'abord demandé leur bénédiction pas par protocole à l'ancienne, mais en reconnaissant leur centralité dans ma vie. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie le printemps suivant, avec Audrey comme demoiselle d'honneur et Thomas qui m'a accompagné jusqu'à l'hôtel. Tu as construit quelque chose de beau, a murmuré Sarah pendant notre danse mère-fille, une tradition que nous avions toutes les deux insisté pour maintenir malgré notre relation non traditionnelle. Nous l'avons construit ensemble, ai-je corrigé, en embrassant la femme qui m'avait montré ce que la maternité devrait être. Vers cette époque, mes parents biologiques ont fait leur première tentative de me contacter. Un message Facebook de Karen est apparu un mardi ordinaire. Jennifer, nous pensions à toi. J'aimerais renouer. Papa et moi sommes toujours à Ridgeview. J'ai regardé le message pendant des heures avant de le montrer à Brian, puis au Dr Reynolds. Avec leur soutien, j'ai pris la décision de maintenir les limites que j'avais établies des années auparavant. J'ai bloqué le compte sans répondre, puis j'ai fait de même lorsque des messages similaires sont apparus sur Instagram et LinkedIn dans les mois suivants. Les intrusions m'ont dérangé, mais j'ai refusé de les laisser faire dérailler la vie que j'avais travaillé si dur à construire. Au lieu de cela, j'ai canalisé les émotions compliquées dans une nouvelle entreprise. À 29 ans, j'ai quitté Element Design pour créer mon propre studio, en me concentrant sur l'image de marque pour les organisations qui soutiennent les enfants et les familles en crise. Miller Creative est devenu mon identité professionnelle, un nom qui représentait non seulement mon travail, mais aussi la famille qui m'avait sauvé. D'une chambre d'amis de notre appartement, l'entreprise s'est développée régulièrement grâce au bouche à oreille et à un portefeuille croissant de projets réussis. Brian a soutenu mon saut entrepreneurial complètement, sa propre carrière de photographe commercial assurant la stabilité pendant les premiers mois incertains. Nous avons discuté d'enfants, mais avons convenu de revoir la question une fois que l'entreprise serait établie. La pensée de la parentalité déclenchait encore des émotions complexes, des craintes de reproduire involontairement des schémas malgré mes meilleures intentions. Tu n'es pas eux, me rappelait le docteur Reynolds lors d'une séance particulièrement difficile, en abordant ses craintes. Le simple fait que tu t'en inquiètes montre à quel point tu es différente. Notre appartement a fini par céder la place à une petite maison avec suffisamment d'espace pour des bureaux à domicile séparés et une chambre d'amis pour la famille en visite. Le jour où nous avons emménagé, Brian m'a surprise avec un chien de sauvetage, un bâtard doux et borgne nommé Scoot, qui avait sa propre histoire d'abandon. Je pensais que vous pourriez vous comprendre, expliqua Brian alors que Scoot explorait prudemment sa nouvelle maison. Il avait raison. Scoot et moi nous sommes liés immédiatement, son affection inconditionnelle aidant à guérir les parties de moi qui abritaient encore des doutes. Ma routine matinale s'est étendue pour inclure des promenades dans le parc du quartier, observant la joie de Scoot à simplement être vivant et en sécurité. Avec chaque année qui passait, la vie que j'avais construite se sentait de plus en plus solide. Mon entreprise prospérait, mon mariage s'approfondissait et ma relation avec Thomas et Sarah évoluait vers la dynamique adulte-parent-enfant que je n'avais jamais espéré vivre. Ma famille choisie s'est élargie pour inclure les parents et les sœurs de Brian, qui m'ont accueilli sans réserve ni jugement. J'avais créé une existence stable et saine malgré, ou peut-être grâce à, le traumatisme qui m'avait façonné. Les souvenirs sont restés, mais leur pouvoir a diminué avec chaque choix conscient de vivre différemment de la façon dont j'avais été élevé, jusqu'à ce matin où mon téléphone s'est allumé avec 29 appels manqués et où les murs soigneusement construits entre le passé et le présent ont commencé à s'effondrer. J'ai regardé mon téléphone avec incrédulité, 29 appels manqués d'un numéro inconnu avec un indicatif régional de Pennsylvanie. La notification me fixait du regard, une intrusion numérique d'un passé que j'avais travaillé si dur à laisser derrière moi. Mon doigt planait au-dessus de l'icône de la messagerie vocale, le cœur battant. Scoot sentit ma détresse, pressant son corps chaud contre mes jambes. La lumière du soleil matinal traversait les fenêtres de la cuisine, illuminant la scène de petit déjeuner ordinaire, tasse à café, toast à moitié mangé, ordinateur portable ouvert au courriel des clients, maintenant transformé par cette connexion inattendue à ma vie antérieure.
J'ai appuyé sur lecture, retenant mon souffle. Jennifer? Ou Megan? Je suppose que c'est Megan maintenant. Une voix masculine, plus âgée mais instantanément reconnaissable, Ethan. C'est ton frère. Je sais que ça fait des années, et tu ne veux probablement pas entendre parler de nous, mais papa a fait une crise cardiaque la nuit dernière. C'est grave. Les médecins ne savent pas s'il va s'en sortir. Je pensais que tu devrais le savoir. Mon numéro est. J'ai déconnecté avant la fin du message, les mains tremblant tellement que j'ai laissé tomber le téléphone. Scout a gémi, poussant ma paume avec son nez. Je vais bien, ai-je murmuré, plus à moi-même qu'à lui. Je vais bien, mais je ne l'étais pas. Mon compartimentage soigneusement construit s'effondrait. En quelques minutes, d'autres notifications sont apparues, un courriel d'une adresse que je ne reconnaissais pas, mais avec la ligne d'objet, votre père, veuillez lire. Une demande de message Facebook qui disait simplement, Jennifer, c'est maman. S'il te plaît, appelle. C'est urgent. 20 ans de silence, et maintenant ce barrage de communication. Pourquoi maintenant? Que voulait-il de moi? La crise de panique a frappé sans avertissement. Ma poitrine s'est serrée, ma respiration est devenue superficielle et les murs de la cuisine ont semblé se refermer. Je n'en avais pas vécu une aussi grave depuis des années. Cherchant mon téléphone à tâtons, j'ai appelé le bureau du docteur Reynolds, reconnaissante qu'elle ait accepté de me voir dans l'heure. Ta réaction est tout à fait normale, m'a-t-elle assuré alors que j'étais assise dans son bureau familier, serrant un mouchoir. C'est un déclencheur important qui se connecte à ton traumatisme fondamental. Je ne comprends pas pourquoi je suis si affecté, ai-je admis. J'ai fait la paix avec le fait de les avoir coupés il y a des années. Vraiment? A-t-elle demandé doucement, ou as-tu construit une vie autour de l'absence de cette paix? La question m'a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Avais-je vraiment traité mon enfance, ou avais-je simplement réussi à éviter d'affronter ses blessures les plus profondes? Que dois-je faire? Ai-je finalement demandé. Cela dépend de ce que tu veux, a répondu le docteur Reynolds. Il n'y a pas de bonne réponse ici, Megan. Tu peux maintenir les limites que tu as établies, ce qui serait tout à fait valable. Ou tu peux t'engager selon tes propres conditions. S'il y a quelque chose dont tu as besoin de cette interaction. Qu'est-ce que je pourrais bien avoir besoin d'eux? Toi seul peux répondre à cela, une clôture, des réponses, la possibilité de dire ta vérité, ou peut-être la confirmation que ta décision de partir était la bonne. J'ai quitté la séance avec plus de questions que de réponses, mais aussi avec des techniques d'ancrage pour gérer l'anxiété qui menaçait de me submerger. De retour à la maison, j'ai appelé les 2 personnes qui avaient gagné le droit de me conseiller sur les questions familiales. Sarah a répondu à la 2e sonnerie. Megan, quelle belle surprise. Au moment où j'ai entendu sa voix, j'ai de nouveau craqué. À travers mes larmes, j'ai expliqué la situation. Oh, ma chérie, a-t-elle dit quand j'ai fini. Que pouvons-nous faire? Dites-moi quoi faire, ai-je plaidé. Tu sais que nous ne pouvons pas faire ça, a-t-elle répondu doucement. Mais je peux te dire que quoi que tu décides, Thomas et moi te soutenons complètement. Ta relation, ou son absence, avec ta famille biologique ne change rien entre nous. Après avoir raccroché, j'ai appelé Audrey, qui a proposé de venir immédiatement. En moins d'1 heure, elle était à ma table de cuisine à verser du vin malgré l'heure matinale. D'accord, réfléchissons à ça, dit-elle pragmatiquement. Quel est le pire qui pourrait arriver si tu réponds? Ils pourraient essayer de me ramener dans leur dysfonctionnement, me faire sentir responsable d'eux, rejeter tout ce qu'ils ont fait, me retraumatiser. Et quel est le pire qui pourrait arriver si tu ne réponds pas? J'ai considéré cela attentivement. Je pourrais toujours me demander, peut-être regretter de ne pas avoir dit ce que j'avais besoin de dire. Donc, la question n'est pas vraiment à leur sujet, a observé Audrey. Il s'agit de ce dont tu as besoin. Quand Brian est rentré à la maison ce soir-là, il m'a trouvé entouré de recherches, des imprimés sur les crises cardiaques, les protocoles de traitement, les taux de guérison. L'esprit de ma graphiste avait créé un organigramme des réponses possibles et de leurs conséquences potentielles. Je vois que tu as été occupé, dit-il en embrassant le sommet de ma tête. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe médicalement avant de prendre une décision. Si c'est vraiment une question de vie ou de mort, ou si c'est une manipulation. Brian a terminé quand je me suis interrompu. Est-ce terrible de penser même à ça? Non, a-t-il dit fermement.
C'est protecteur et intelligent. Nous avons parlé tard dans la nuit, pesant les options et les scénarios. Brian, qui n'avait jamais rencontré ma famille biologique mais avait été témoin des conséquences de leurs dommages, a maintenu que je ne leur devais rien. Mais il ne s'agit pas de devoir, a-t-il reconnu. Il s'agit de ce qui t'aidera à aller de l'avant. Au matin, j'avais pris une décision. Je n'appellerai pas et ne rendrai pas visite immédiatement, mais je répondrai au message d'Ethan par un texte. Ici Megan. J'ai reçu ton message concernant papa. J'ai besoin de plus d'informations avant de décider des prochaines étapes. Quelle est la gravité de son état? Que attendez-vous exactement, maman et toi? Sa réponse est venue en quelques minutes. Merci d'avoir répondu. C'était une crise cardiaque importante. Il est stable mais critique. Triple pontage prévu demain. Maman est un désastre. Nous n'attendons rien. Je pensais juste que tu devrais le savoir. Comprendrais parfaitement si tu ne veux pas en faire partie. La sincérité m'a surprise. J'ai répondu, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Nous serons en contact. Au cours des 3 jours suivants, je me suis livré à une intense introspection, j'ai parlé de nouveau avec le docteur Reynolds et j'ai finalement pris ma décision. Je rencontrerai Ethan, et seulement Ethan, dans un endroit neutre pour obtenir une image plus claire de la situation avant d'envisager tout contact avec mes parents. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café à mi-chemin entre nos emplacements. Voir mon frère après 20 ans était surréaliste. L'adolescent dont je me souvenais était maintenant un homme d'âge moyen avec des cheveux clairsemés et des lunettes, vêtu d'une chemise boutonnée et d'un pantalon kaki froissé. « Megan, dit-il, se levant maladroitement alors que je m'approchais de sa table. Merci d'être venu. J'ai hoché la tête, n'étant pas tout à fait prête pour les amabilités. Tu as l'air bien, a-t-il offert. Vraiment bien. Parle-moi de papa, ai-je dit, allant droit au but. Ethan soupira, semblant soulagé de se concentrer sur les faits plutôt que sur les émotions. Le triple pontage a réussi, mais il y a eu des complications. Il est toujours en soins intensifs. Les médecins sont prudemment optimistes, mais à 68 ans, avec ses antécédents. Quels antécédents? Hypertension artérielle, hypercholestérolémie, boit encore trop, expliqua Ethan. Il a pris sa retraite il y a 5 ans lorsque ses problèmes cardiaques ont commencé. A vendu la quincaillerie. J'ai absorbé cette information, essayant de réconcilier la figure plus grande que nature de mon enfance avec cet homme vieillissant et défaillant. Et maman, elle s'effondre? Fondamentalement, ils sont mariés depuis 45 ans. Pour le meilleur ou pour le pire, ils sont complètement dépendants l'un de l'autre. Êtes-vous proche d'eux, ai-je demandé, vraiment curieuse de la vie qui avait continué en mon absence. Ethan hésita. Oui et non. J'habite à environ 1 heure. Je les vois tous les mois. Nancy, ma femme, n'est pas leur plus grande fan, alors nous gardons une certaine distance. Pourquoi pas? Une autre hésitation. Après ton départ, les choses ont changé. Ou peut-être que j'ai juste commencé à voir plus clairement. Ils n'ont jamais vraiment assumé la responsabilité de ce qui s'est passé avec toi. Il y a eu beaucoup d'histoires qu'ils se sont racontées, à la famille, à tout le monde. Mais avec le temps, surtout après avoir eu mes propres enfants, je ne pouvais plus faire semblant. Qu'ont-ils dit aux gens à mon sujet, ai-je demandé, craignant et ayant besoin de savoir. Au début, que tu restais chez des amis à Chicago pour des opportunités scolaires. Plus tard, que tu étais devenu rebelle et que tu avais coupé le contact malgré leurs meilleurs efforts. La plupart des gens les ont crus. Ils étaient doués pour se présenter comme des victimes. La colère familière est montée dans ma poitrine. Et tu les as laissés faire? Oui, admit-il tranquillement. Pendant des années, je l'ai fait. J'avais 18 ans, je partais à l'université. Il était plus facile d'accepter leur version que d'affronter ce qui s'était vraiment passé. Je n'en suis pas fier. Son honnêteté m'a légèrement désarmé. Pourquoi me contactes-tu maintenant, après tout ce temps? Juste parce que papa est malade. En partie, reconnut Ethan, mais aussi parce que ma fille Emma a 12 ans maintenant, l'âge que tu avais quand c'est arrivé. La regarder grandir a rendu tout tellement plus clair. La pensée que quiconque lui fasse ce qu'ils t'ont fait. Il secoua la tête, incapable de terminer. Nous avons parlé pendant près de 2 heures. Ethan a comblé le vide de 20 ans, me parlant de sa vie de comptable, de sa femme Nancy, de leurs 2 enfants.
Il a répondu à mes questions sur nos parents avec une honnêteté douloureuse, ne défendant ni leurs actions ni n'exagérant leurs défauts. Ont-ils déjà exprimé de véritables remords, ai-je finalement demandé, pas de regretter que je sois parti, mais une compréhension réelle de ce qu'ils ont mal fait? Par moments, répondit Ethan. Papa a dit des choses quand il buvait qu'il était allé trop loin, qu'il souhaitait que les choses soient différentes. Maman a encore plus de mal à assumer la responsabilité, mais ils se sont tous les deux renseignés sur toi au fil des ans. Ils gardent une photo de toi ou ta photo de lycée d'avant, sur leur cheminée. L'image m'a dérangé, ma jeune personne, préservée dans leur maison comme un mémorial, tandis que la personne que j'étais devenue leur restait inconnue. Envisagerais-tu de rendre visite à papa à l'hôpital, demanda finalement Ethan. Tu n'aurais pas à lui parler s'il est éveillé, et je peux m'assurer que maman n'est pas là si tu préfères. J'ai considéré la demande attentivement. J'ai besoin d'y réfléchir. Bien sûr, acquiesça Théil. Et Megan, quoi que tu décides, c'est bien. Tu ne nous dois rien. Alors que nous nous séparions, Ethan a hésité à tendre la main. Je l'ai prise brièvement, cette connexion physique à mon passé à la fois étrange et significative. Ce soir-là, j'ai discuté de tout avec Brian, qui a soutenu mon inclination à voir mon père tout en maintenant des limites strictes. Souviens-toi juste, a-t-il averti. Tu n'es plus cette fillette de 12 ans impuissante. Tu rends visite selon tes conditions. Tu peux partir à tout moment. Le lendemain matin, j'ai appelé le docteur Reynolds et lui ai demandé si elle voulait bien m'accompagner à l'hôpital, pas en tant que ma thérapeute spécifiquement, mais en tant que personne de soutien qui comprenait la complexité de la situation. Elle a accepté immédiatement. C'est une occasion de t'engager avec ton passé à partir d'une position de force, a-t-elle observé. Mais seulement si c'est ce que tu veux vraiment. J'ai pensé à la fille effrayée à la gare Union, aux années de guérison, à la vie que j'avais construite, et aux parents qui avaient choisi de m'abandonner. Puis j'ai pensé à l'homme dans le lit d'hôpital faisant face à sa propre mortalité. Oui, ai-je finalement dit. Je pense que j'ai besoin de faire ça. Pas pour eux, mais pour moi. Le couloir de l'hôpital semblait interminable alors que le docteur Reynolds et moi marchions vers les soins intensifs cardiaques. Chaque pas exigeait un effort conscient, mon corps semblant essayer de me protéger en refusant d'avancer. L'odeur d'antiseptique, les voix étouffées, les bips urgents occasionnels, tout a intensifié mon anxiété déjà accablante. Nous pouvons faire une pause, a offert le docteur Reynolds, remarquant ma respiration superficielle. J'ai secoué la tête. Si je m'arrête, je pourrais ne plus jamais recommencer. Ethan attendait à l'entrée des soins intensifs, un soulagement visible sur son visage quand il nous a vus. Merci d'être venu, a-t-il dit doucement. Papa est éveillé mais fatigué de la physiothérapie. Maman est à la cafétéria. Je me suis assuré de planifier ça quand elle serait absente, comme tu l'as demandé. Et elle a accepté ça, ai-je demandé avec scepticisme. Pas exactement, admit Ethan. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps seul avec papa pour discuter des questions d'assurance. Son malaise face à la tromperie était évident. J'ai présenté le docteur Reynolds simplement comme une amie, et Ethan n'a pas remis en question sa présence. Alors que nous approchions de la chambre de mon père, il a touché légèrement mon bras. Juste pour que tu sois préparé, il a l'air différent. Plus vieux, évidemment, et la chirurgie? J'ai hoché la tête, me préparant. Rien n'aurait pu pleinement me préparer à la vue de Frank Taylor. Autrefois si imposant dans mes souvenirs d'enfance, maintenant diminué dans un lit d'hôpital entouré d'équipements de surveillance. Des tubes et des fils étaient connectés à son corps pâle, une canule nasale délivrant de l'oxygène. Sa poitrine était recouverte d'une chemise d'hôpital, mais clairement bandée en dessous. Ses yeux étaient fermés quand nous sommes entrés, mais ils se sont ouverts au son des pas. Pendant un moment, il n'y avait aucune reconnaissance dans son regard alors qu'il me regardait. Puis ses yeux se sont écarquillés, ses lèvres s'entr'ouvrant sous le choc. Jennifer, a-t-il murmuré, la voix rauque. C'est Megan maintenant, ai-je corrigé automatiquement. Megan, a-t-il répété comme pour tester le nom inconnu. Tu es venu? Je suis resté près de la porte, incapable de m'approcher davantage. Oui. Le silence s'est étiré entre nous, 20 ans d'absence compressés dans le petit espace de sa chambre d'hôpital. Que dit-on à un parent qui vous a abandonné? À une fille qui n'est jamais revenue? Tu ressembles à ta mère, a-t-il finalement dit. Je ressemble à Sarah Miller, ai-je répondu fermement. Ma mère adoptive. Son visage s'est crispé brièvement,
puis s'est détendu dans la résignation. Bien sûr. Je mérite ça. Le docteur Reynolds se tenait légèrement derrière moi, sa présence ancrée. Ethan planait maladroitement près du lit de son père, clairement incertain de son rôle dans ces retrouvailles. « Pourquoi voulais-tu me voir » ai-je demandé directement, ayant besoin d'établir le contrôle de la conversation. Frank sembla surpris par la question. « Tu es ma fille. » « J'étais ta fille, ai-je corrigé, jusqu'à ce que vous décidiez qu'une fillette de 12 ans devait trouver son propre chemin vers la maison depuis Chicago. » Il tressaillit visiblement. « Nous avons fait une erreur. Une terrible erreur. Une erreur, c'est d'oublier d'aller chercher quelqu'un. Une erreur, c'est d'être en retard. Ce que vous et maman avaient fait était une cruauté délibérée déguisée en parentalité. » Ma voix est restée stable, me surprenant par sa force. Des années de thérapie m'avaient préparé à ce moment, bien que je ne m'attendais jamais à ce qu'il arrive. « Tu as raison, » dit Frank tranquillement. « Il n'y a pas d'excuse. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, surtout depuis. » Il fit un geste faible vers l'équipement médical qui l'entourait. « Quand tu fais face à la fin, tu vois les choses différemment. J'ai un regret. Ce que nous t'avons fait est mon plus grand regret, a-t-il précisé. Pas toi. Jamais toi. C'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses que j'ai entendues de l'un ou l'autre de mes parents, mais cela me semblait insuffisant par rapport à l'ampleur de leurs actions et aux années de traumatisme qui ont suivi. La conversation a été interrompue par une agitation à la porte. Karen Taylor se tenait figée dans l'entrée, une tasse de café à la main, me regardant comme si elle voyait un fantôme. « Jennifer » souffla-t-elle. « C'est Megan » corrigea rapidement Ethan. Je me suis tourné pour faire face à la femme qui m'avait donné naissance, puis m'avait abandonné en riant. À 65 ans, elle était encore soignée, cheveux colorés, maquillage appliqué, même dans ces circonstances, vêtements sur mesure malgré le cadre hospitalier. Seuls ses yeux trahissaient son âge et le stress de l'état de son mari. « Je t'ai dit que j'arrangerais un autre moment » dit Ethan en s'excusant auprès de moi. « Ce n'est pas grave » ai-je répondu, bien que ce ne le soit pas. Avoir les deux parents présents à la fois n'avait pas fait partie de mon plan soigneusement construit. Karen s'est approchée de moi comme pour m'embrasser, mais s'est arrêtée quand j'ai instinctivement reculé. Ses mains ont flotté maladroitement avant de retomber sur ses côtés. « Tu es si belle » dit-elle, les yeux remplis de larmes. Toute grande. Je suis restée silencieuse, non préparée à cette confrontation supplémentaire. « J'ai pensé à toi tous les jours » a-t-elle continué. Je me demandais où tu étais, si tu étais heureuse, si tu pensais parfois à nous. Karen, avertit faiblement Frank de son lit. Donne-lui de l'espace. L'ironie de Frank Taylor plaidant pour des limites ne m'a pas échappé. J'ai besoin d'air, ai-je annoncé brusquement, me tournant vers la porte. Le docteur Reynolds s'est immédiatement déplacé pour m'accompagner. S'il te plaît, ne pars pas, Karen m'a appelé. S'il te plaît, tu nous as tellement manqué. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte, me retournant pour faire face à mes deux parents biologiques. Vous m'avez manqué ? Vous m'avez abandonné dans une ville inconnue quand j'avais 12 ans. Vous êtes parti en voiture en riant pendant que je regardais. Vous avez renoncé à vos droits parentaux plutôt que d'admettre que ce que vous avez fait était mal. Et maintenant, 20 ans plus tard, vous voulez parler de me manquer ? Les mots ont jailli, des années de colère inexprimée trouvant enfin une voix. Karen a tressailli comme si elle avait été frappée physiquement. Nous avons été des parents terribles, admit-elle, les larmes coulant maintenant librement. Nous ne savions pas comment t'aimer correctement. Ce n'est pas une excuse, ai-je répondu. Des millions de personnes comprennent comment élever des enfants sans les abandonner. Tu as raison, a interrompu Frank de son lit. Il n'y a pas d'excuse. Nous t'avons complètement échoué. La simple reconnaissance, dépourvue de justification, m'a momentanément désarmé. C'était ce que j'avais besoin d'entendre il y a 20 ans, pas des explications ou des défenses, mais une simple responsabilisation. Je ne suis pas venu ici pour des excuses, ai-je finalement dit. Je suis venu voir par moi-même que les personnes qui avaient un tel pouvoir sur moi ne sont que ça, des personnes. Des personnes imparfaites, vieillissantes, ordinaires qui ont fait des choix impardonnables. Y a-t-il une chance ? Commença Karen. Non, ai-je interrompu. Il n'y a aucune chance de réconciliation si c'est ce que tu demandes. Cette opportunité s'est terminée au moment où vous êtes partis en voiture de la gare Union. Ce que je peux offrir, c'est une clôture pour nous tous.
J'ai regardé directement Frank dans son lit d'hôpital. J'espère que tu te remettras complètement de ton opération. Je ne vous souhaite pas de mal à l'un ou l'autre, mais j'ai besoin que vous compreniez que je ne suis plus Jennifer Taylor. Je ne le suis plus depuis 20 ans. Je suis Megan Miller. J'ai des parents adoptifs merveilleux, un mari aimant, une carrière réussie et une vie construite loin des dommages que vous avez causés. Ma voix est restée stable alors que je continuais. Je ne vous hais plus. Cela a pris des années de travail. Mais je ne vous pardonne pas non plus, et je ne veux pas que vous soyez dans ma vie. Tout contact doit d'abord passer par Ethan, et je me réserve le droit de l'ignorer complètement. La finalité de ma déclaration flottait dans l'air. Karen sanglotait doucement tandis que Frank fermait les yeux, une seule larme traçant son chemin sur sa joue usée. Nous comprenons, dit-il finalement. Le docteur Reynolds et moi sommes partis peu de temps après, la confrontation m'ayant épuisé émotionnellement. Dans le stationnement de l'hôpital, je me suis arrêté et j'ai pris une profonde inspiration d'air frais, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Tu t'es merveilleusement bien débrouillé, observa le docteur Reynolds. Comment te sens-tu? Comme si j'avais enfin été l'adulte dans la pièce avec eux, ai-je répondu. Comme si j'avais repris une partie du pouvoir qu'ils avaient sur moi pendant si longtemps. Au cours des quelques jours suivants, j'ai traité la rencontre à l'hôpital grâce à des séances de thérapie supplémentaires et de longues conversations avec Brian, Sarah et Thomas. L'expérience avait été épuisante, mais finalement enrichissante. J'avais affronté mes agresseurs selon mes conditions et j'étais reparti intact. Ethan a envoyé des mises à jour par texto sur la guérison de notre père, que j'ai apprécié mais je ne me suis pas senti obligé d'agir. J'ai clairement indiqué que bien que j'étais ouverte à maintenir un contact minimal avec mon frère, mes limites concernant nos parents restaient fermes. Une semaine après la visite à l'hôpital, j'étais assise à mon bureau à supprimer les nombreuses tentatives de contact de mes parents biologiques qui s'étaient accumulées depuis notre rencontre. Karen avait envoyé des courriels quotidiens malgré ma déclaration claire concernant les limites. Frank avait essayé d'appeler 2 fois. J'ai bloqué leur numéro et adresse courriel sans lire les messages, puis j'ai appelé Sarah. Je voulais juste te dire merci, lui ai-je dit quand elle a répondu, pour tout. Pour m'avoir montré ce que devraient être des parents. Oh, ma chérie, répondit-elle chaleureusement. Tu nous as donné bien plus que ce que nous pourrions jamais te donner. Ce soir-là, Brian et moi avons emmené Scoot faire une longue promenade dans notre quartier. L'air d'été était chaud, les lucioles commençaient à apparaître dans le crépuscule naissant. Scoot trottait joyeusement devant, son seul bon œil brillant d'un contentement canin. « À quoi penses-tu » a demandé Brian en serrant ma main. « À la façon dont parfois la famille dans laquelle on n'est pas la famille que l'on est censé avoir, ai-je répondu, et à quel point je suis reconnaissante d'avoir trouvé la mienne. Le chemin à suivre ne serait pas toujours facile. Les traumatismes laissent des empreintes durables, et la guérison n'est pas linéaire. Mais peut-être pour la première fois, je me suis senti vraiment libéré de l'ombre que mes parents biologiques avaient projetée sur ma vie. Je les avais affrontés non pas comme l'enfant effrayé qu'ils avaient abandonné, mais comme la femme forte et prospère que j'étais devenu malgré eux. La fillette de 12 ans laissée seule à la gare Union avait trouvé son chemin vers la maison après tout, pas vers l'endroit d'où elle venait, mais vers la vie et la famille qu'elle avait choisie pour elle-même. Avez-vous déjà eu à établir des limites avec des membres de votre famille qui vous ont fait du mal? Qu'est-ce qui vous a aidé à guérir d'un traumatisme infantile? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre écoute, et je vous souhaite force dans votre propre chemin de guérison.